La question que je voudrais poser, moi, sur cette rupture, c'est est-ce qu'on l'a vraiment voulu, cette rupture entre CM2 et 6e? C'est-à-dire, est-ce que ça correspond à une intention, à un projet, à quelque chose de cohérent, quelque chose qui soit justifié pédagogiquement? En fait, on se pose un peu la question, quelle est la justification d'avoir cette rupture-là? Est-ce que ça serait pas mieux qu'il y ait une continuité, en fait, comme dans certains pays, c'est le cas dans l'école finlandaise. L'école finlandaise, elle scolarise les enfants de 7, là-bas ça commence à 7 ans, hein, de 7 à 16 ans. Voilà, la période d'instruction obligatoire, c'est 7-16 ans, et il n'y a aucune rupture, c'est la même école, les mêmes bâtiments, de 7 à 16 ans. Alors ça a ses avantages, ses inconvénients, mais il faudrait en débattre. En France, on a consacré cette rupture, qui est une rupture extrêmement forte, sans en fait se poser jamais la question de sa légitimité. C'est René Haby, ministre de l'Éducation dans les années 70, qui s'exprime en 1981. Donc à un moment, il est déchargé de sa fonction de ministre, donc il peut parler un peu plus librement, et il s'exprime là-dessus. Il dit dans la presse, le seuil qui peut exister entre la 6e et le CM2, qui la précède, ne peut être de nature ou de degré différent de celui qui sépare le CM2 du CM1, le CM1 du CE2, etc. C'est-à-dire les degrés successifs de l'enseignement obligatoire. Lui, il considère l'enseignement obligatoire de 6 à 16 ans comme un tout où il n'y a pas de raison qu'il y ait des ruptures. Eh bien oui, il n'empêche que cette rupture, elle existe. Donc, le bilan qu'on peut faire de cette unification, de ce long chemin vers l'unification, vers l'école unique, dans les années, à la fin des années 60, c'est qu'on a mis en place, on a consacré 2 éléments très forts. Le premier, c'est la généralisation de modèles secondaires, au moins à partir de la 6e. Puis je vous ai dit qu'il influençait un petit peu le primaire aussi. Mais enfin, au moins à partir de la 6e, là, le modèle secondaire, il s'est généralisé. Bon. Et deuxième chose qu'on a consacrée, la rupture entre le CM2 et la 6e. C'est assez logique, hein, puisque les classes élémentaires sont plutôt sur le modèle primaire, et les classes du second degré sont plutôt sur le modèle secondaire. Donc oui, la rupture est très forte entre CM2 et 6e. Bon, mais ces deux idées fortes, ces 2 logiques fortes, ces 2 paradigmes qui se sont imposés dans les années 60, à savoir la généralisation du secondaire et la consécration de la rupture CM2-6e, au fond, quand on y réfléchit, ça n'a jamais été porté par un projet, par une volonté, ça n'a jamais été véritablement débattu. C'est une situation de fait, voilà, on doit faire avec. C'est le résultat d'un ensemble d'improvisations, de décisions, pas forcément erratiques, mais d'ajustements progressifs. Ça manque quand même d'un vrai projet politique. Alors je voudrais maintenant évoquer la dernière étape, parce qu'arrivé en 75, on n'a pas encore tout à fait unifié. On a marqué une étape fondamentale, mais en fait, on n'est pas allé au bout. Alors pour parler de cet achèvement de l'unification, il faut reprendre notre petit schéma avec la situation en 75. En 75, vous voyez, vous avez 3 filières où le cycle d'observation 6e, 5e est le même, CEG, CES et lycée, mais avec ensuite une orientation différente. Et il n'y a que le CES qui scolarise tout le monde. Alors les CES en 75, il commence à y en avoir un certain nombre, mais les CEG, les lycées sont toujours là. Ce qui change en 75, c'est la réforme Haby. Haby, justement, est ministre à ce moment-là, hein, je vous parlais de René Haby tout à l'heure. La réforme Haby, c'est le collège unique. On remplace CEG, CES et lycée par le collège unique, tout le monde en 6e dans le même lycée. Alors, c'est le même collège, c'est les mêmes 6e et 5e pour tout le monde. Alors ensuite, oui, il y a toujours une orientation à partir de la 4e, mais même celle-là, elle est réduite. À partir de la 4e, on reste soit en 4e, 3e général, soit on va en 4e et 3e technologique, pour préparer ensuite un CAP. Mais
on progresse très nettement vers l'unification, au moins en 6e et 5e, parce que là, que ce soit lycée, CEG, CES, maintenant, ils sont tous collèges. Et dans les lycées, d'ailleurs, les lycées où il y avait des classes de 6e à la 3e, qui était la majorité des lycées à l'époque, eh bien, on divise clairement, on crée une structure collège qui aura son principal adjoint, qui aura son fonctionnement, nettement séparé du lycée. Alors, cette nouvelle situation implique, si on veut réellement que ce soit une école unique, ça implique de mettre tous les élèves dans les mêmes classes. Eh bien, c'est dit dans la réforme Haby, les classes doivent être hétérogènes. C'est prévu, c'est une demande officielle de la loi. Alors en fait, toutes les enquêtes qui ont été faites à la fin des années 70, au début des années 80, montrent que cette hétérogénéité, elle n'a pas été appliquée dans beaucoup d'établissements. Mais progressivement, tout le monde s'y est mis et arrivé au milieu des années 80, on peut dire que les 6e et les 5e sont réellement hétérogènes. Mais justement, la réforme avait prévu un système pour gérer l'hétérogénéité. C'était des cours de soutien et d'approfondissement. On demandait au collège de mettre en place des cours de soutien pour ceux qui en ont besoin, des cours d'approfondissement pour ceux qui le peuvent. Le problème, c'est que dans les faits, eh bien, on a très peu de traces de ces cours de soutien et d'approfondissement, qui n'ont jamais véritablement été mis en place. Alors, manque d'investissement des acteurs de terrain, manque d'investissement du ministère qui n'a pas suivi ça. Enfin, on n'ira pas chercher des coupables dans cette histoire, mais constater que on n'a pas cherché à gérer cette hétérogénéité. On a mis en place l'hétérogénéité, mais au fond, on ne s'est pas demandé s'il fallait qu'on se remette en cause. On s'est beaucoup plaint, hein, on a dit « Ah là là, c'est dur à gérer les classes hétérogènes ». Oui, mais mis à part la déploration, on n'est pas allé au-delà. En fait, les classes du collège unique, eh bien, elles sont censées fonctionner comme les classes de général long. Voilà, comme les classes de lycée. Le modèle secondaire continue à s'imposer et les cours de soutien et d'approfondissement ne font pas partie des habitudes et donc ça fait partie des choses qui ont été parfois tentées mais très vite abandonnées. Autre tentative, non pas autre tentative, d'abord encore un petit mot sur le collège unique. Oui, les 4e et les 3e restent différenciés et ça on le supprime progressivement. Les 4e et 3e technologiques sont supprimées en 92, alors même si elles se sont maintenues particulièrement dans l'Académie de Rennes, qui est l'académie qui les a gardées le plus longtemps possible, surtout dans le privé, jusqu'en 2003. Mais en 92, en tout cas, on les a interdites, enfin on les a supprimées du moins, officiellement, les 4e et 3e technologiques. Alors on a créé à ce moment-là les 3e d'insertion, ça veut dire que l'orientation se faisait éventuellement en 3e pour certains élèves en grande difficulté. Et en 2003, on a supprimé les 3e d'insertion. Ce qui fait que là, depuis 2003, on peut dire que le collège est véritablement unique. Soit dit en passant, ça fait long quand même. Pour arriver au collège unique, on a commencé à en prendre l'initiative en 59, et je dirais même l'idée était venue des compagnons de l'Université Nouvelle en 1919, et c'est seulement en 2003 que c'est vraiment confirmé. On a mis plus de 40 ans, 59-2003, pour cette transformation. Ça pose question parce que quand les choses avancent aussi lentement, ça donne assez peu de chance aux acteurs de terrain de se mobiliser réellement pour se remettre en question. En fait, les choses changent insensiblement. Elles changent très progressivement. Elles changent insensiblement, ce qui fait que on peut continuer comme avant, ou du moins on croit qu'on peut continuer comme avant. Même si on sent bien que ça s'est dégradé, que ça fonctionne moins bien, on peut quand même continuer comme avant. Et je crois qu'il y a là un problème fort de l'école française auquel je vous invite à réfléchir. Il y a eu une initiative qui a été prise tout de même pour gérer l'hétérogénéité, c'est le socle commun. La question de l'école inclusive, c'est une erreur, on en parlera juste après. Mais un petit mot sur le socle commun. Le socle commun, alors c'était une idée qui avait été lancée par Valéry Giscard d'Estaing, président de la République en 1975, à l'époque de René Haby, donc le père du collège unique.
Valéry Giscard d'Estaing expliquait que ça serait logique, si on a un collège unique, d'avoir aussi un ensemble de savoirs qui doivent absolument être acquis au terme de la scolarité obligatoire. Puisque les élèves doivent rester à l'école jusqu'à 16 ans, il est assez logique de se demander ce qu'ils doivent savoir quand ils ont 16 ans. Je vous invite à réfléchir à ce que ça signifie fixer un socle commun. Ça veut dire qu'on définit un minimum obligatoire. C'est complètement nouveau, parce que jusqu'ici, les savoirs qu'on enseigne à l'école étaient définis non pas sous la forme d'un minimum, mais sous la forme d'un maximum. On appelle ça les programmes. Les programmes, qu'est-ce que c'est ? C'est ce que le professeur doit enseigner. C'est le maximum que le professeur doit enseigner et c'est le maximum que les élèves peuvent éventuellement apprendre, mais on sait très bien que le programme n'est jamais maîtrisé par la totalité des élèves et même qu'en fait il n'est maîtrisé que par les quelques excellents élèves. Le programme, c'est un repère pour l'excellence, c'est un maximum. Le minimum n'est jamais très bien défini en fait, le minimum exigible. Eh bien avec le socle, là on retourne la situation, là on définit un minimum en disant tous les élèves doivent absolument savoir ça, c'est plus ce que le maître doit enseigner, c'est ce que les élèves doivent savoir. Et c'est un moyen pour gérer l'hétérogénéité. À partir du moment où on a défini un socle, eh bien ce socle ça peut être une base, par définition, socle et base, ça veut dire la même chose. C'est une base à partir de laquelle chacun peut poursuivre. Alors certains vont devoir consolider le socle parce que c'est pas bien acquis, et puis d'autres vont pouvoir aller plus loin. Donc sur la base de ce socle, on peut différencier en fonction des capacités des élèves. Alors je vous renvoie, philosophiquement, ça renvoie au principe de justice de John Rawls, son livre de 1971, où quand on pense justice, on pense plutôt à une question de revenus, en se disant, il faut que une société est juste si elle garantit un minimum à ceux qui sont le plus en difficulté. Là, c'est un peu la même chose. Il y a des élèves plus en difficulté, mais au moins on garantit qu'ils auront un minimum qui est un minimum considéré comme nécessaire. Bon, le socle, il est lancé par Valéry Giscard d'Estaing, l'idée est lancée par Valéry Giscard d'Estaing en 1975, il entre dans la loi en 2005. Voilà, et c'est seulement en 2007 qu'il est institué pour de bon par un décret. Là encore, c'est long. Ça montre qu'on manque d'une véritable dynamique politique. Et puis surtout, il y a eu un malentendu qui fait penser un peu à la victoire du secondaire, là encore. C'est-à-dire que cette loi de 2005, donc, qui décide de la création du socle, aboutit à quoi ? Elle aboutit à la réécriture des programmes. On réécrit les programmes pour les adapter au socle. En fait, je vous rappelle que les programmes, la logique des programmes, c'est pas la même chose que la logique du socle. La logique des programmes, c'est de définir un maximum. La logique du socle, c'est de définir un minimum. Et qu'est-ce qu'on a fait ? On a adapté les programmes au socle, on a mis le socle dans les programmes. C'est-à-dire que le socle qui devait être un plancher, un minimum, c'est devenu un plafond, c'est devenu un maximum. En fait, on doit enseigner, le socle, c'est ce que les enseignants doivent enseigner. C'est ce que les élèves doivent apprendre, mais c'est aussi ce que les enseignants doivent enseigner. En fait, on a uniformisé le contenu de l'enseignement, alors que justement, la logique du socle visait à éviter d'uniformiser à nouveau. En fait, l'idée de diversité des parcours sur la base d'un socle commun, cette idée de diversité des parcours sur la base d'un socle commun, elle a disparu.